Le soleil tape comme un marteau sur une enclume, chaque rayon brûlant ma peau exposée tandis que je trébuche. Ma gorge est comme du papier de verre, ma langue gonflée et inutile dans ma bouche. Je vérifie mon téléphone à nouveau, une seule barre de signal vacillante qui apparaît et disparaît comme un mirage. S'il vous plaît ? Je chuchote à personne, ma voix perdue dans le vide immense du désert d'Arizona. S'il vous plaît, connectez-vous. J'appuie sur le bouton d'appel d'urgence pour la 5e fois, fixant l'écran avec une intensité désespérée. L'appel est immédiatement coupé. Encore. Il y a 45 minutes, la vie était normale. Clara et moi rentrions de Perpignan, la climatisation luttant contre la chaleur de l'après-midi. Manon. Je crois qu'il y a un problème avec le pneu, avait dit Clara, sa voix désinvolte, insouciante. Tu peux vérifier ? Je crois avoir entendu quelque chose. J'avais garé la voiture sans hésiter, la bonne sœur, la fiable. Au moment où mes pieds avaient touché le gravier, je m'étais penchée pour examiner le pneu avant, parfaitement intact. Alors que j'examinais le pneu, 10 secondes plus tard, le moteur avrombissait. Quand je me suis redressée et retournée, la poussière tourbillonnait déjà autour de moi, le visage de Clara flou derrière le pare-brise de ma Peugeot, ma voiture, alors qu'elle s'éloignait à toute vitesse. Je suis restée figée, mon esprit refusant de traiter ce que mes yeux avaient vu. Ma sœur venait de m'abandonner dans le désert. Je trébuche sur une pierre maintenant, me rattrapant avant de tomber. Le souvenir d'avoir trouvé ces papiers dans le bureau de papa la semaine dernière brûle plus fort que le soleil au-dessus de ma tête. Des reçus de frais de scolarité pour Clara, des milliers d'euros soigneusement classés pendant que je faisais des doubles services à la brasserie du coin pour payer mes études à l'IUT. 7 ans à être serveuse, à économiser chaque pourboire, à travailler les jours fériés et les week-ends pour enfin acheter cette Peugeot d'occasion. Ma voiture. Ma liberté. Ma seule véritable possession. Juste le temps que je me remette sur pied, avait dit Clara la première fois qu'elle l'avait empruntée sans demander. Puis la 2e fois. Et la 10e. J'avais finalement pris la parole au dîner il y a 3 soirs, les paumes à plat sur la table de la cuisine. Je vends la voiture. J'ai une offre d'emploi à Lyon. Le silence avait été immédiat, lourd. Maman et papa avaient échangé un regard que j'avais vu 1000 fois auparavant. C'est la voiture familiale, Manon, avait dit papa. Pas une question, mais une affirmation. Mais elle est à mon nom, avais-je répondu. Les papiers d'immatriculation serrés dans ma main comme un bouclier. J'ai payé pour elle. Chaque centime. Ta sœur en a plus besoin que toi, avait ajouté maman, le refrain familier qui m'avait suivi depuis l'enfance. Quand Clara allait en colonie de vacances tandis que je restais à la maison pour aider. Quand Clara avait de nouveaux vêtements pour l'école tandis que j'avais des vêtements d'occasion. Quand l'université de Clara était payée tandis que je travaillais et étudiais et travaillais encore. Les souvenirs se brouillent alors que les ondes de chaleur ondulent sur le sol du désert. Je pense à ma chambre d'enfant, les murs nus tandis que la chambre de Clara débordait de posters et de trophées. Je pense aux clés toujours manquantes dans mon sac. Au projet annulé parce que Clara avait besoin de la voiture ce soir. J'avais enfin dit non hier quand Clara avait demandé à emprunter la voiture à nouveau. Juste un simple mot qui avait eu l'impression d'avaler du verre brisé. Non. Non. Le visage de papa s'était assombri immédiatement. La famille passe avant tout dans cette maison, Manon Dupont. Tu le sais. Les yeux de maman s'étaient remplis de larmes. Après tout ce que nous avons fait pour toi. J'avais regardé entre eux. Ces personnes qui m'avaient élevé à croire que j'étais moins digne que ma sœur. Et quelque chose avait changé en moi. Une vie entière à me plier jusqu'à presque me briser. La voiture est à mon nom, avais-je dit. Ma voix plus ferme que je ne l'avais imaginé. J'ai travaillé pour elle. Je déciderai de ce qui lui arrive. Le choc sur leur visage avait presque valu le froid qui avait suivi. Le traitement silencieux pendant que je me préparais à dormir. Presque. Pas ça. Et maintenant, alors que la réalité me frappe de nouveau, je protège mes yeux, balayant l'horizon à la recherche de tout signe de civilisation. Rien d'autre que des broussailles et des cactus. Mon téléphone n'affiche plus de réseau maintenant.
Pas même une barre vacillante de faux espoirs. L'ironie ne m'échappe pas. Toutes ces années à travailler pour l'indépendance et me voilà, complètement dépendante de la miséricorde des étrangers si quelqu'un passe par ce tronçon désert de l'autoroute. Mon pied bute sur quelque chose et cette fois je tombe, les mains écorchées sur le sol rugueux. Je goûte le sang en me relevant, les jambes tremblantes d'épuisement. La famille passe avant tout. Les mots résonnent dans ma tête, prenant un nouveau sens à chaque pas douloureux. Oui, la famille passe avant tout. Mais après aujourd'hui, je redéfinis ce que signifie la famille. Si je survis à ce désert, si je retourne à la civilisation, plus rien ne sera pareil. Je ne serai plus jamais la Manon qui donne et donne jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Les papiers d'immatriculation de ma voiture sont toujours dans mon portefeuille. Pressés contre ma hanche tandis que je marche. Ma voiture, ma vie, mon choix. Je fais un autre pas en avant, puis un autre. L'horizon vacille dans la chaleur, mais je continue d'avancer. Je dois croire que quelque chose de mieux m'attend au-delà de ce désert. Je dois croire que quelqu'un va m'aider. Je dois croire que je vaux la peine d'être sauvé. 3 kilomètres plus loin, j'ai enfin réussi à recevoir un signal. Je compose le 17 et demande de l'aide. 10 minutes plus tard, la police et le véhicule d'urgence arrivent, m'aident avec mes blessures et me conduisent au poste de police le plus proche. Maintenant au poste, la main de l'officier du bois sur mon épaule est ferme, la première gentillesse que j'ai ressentie depuis des heures. La climatisation de sa voiture de patrouille rafraîchit ma peau brûlée par le soleil alors qu'il me tend une bouteille d'eau. Madame, abandonner quelqu'un dans le désert est une infraction grave, dit-il, sa voix douce mais ferme. Votre sœur pourrait faire face à des accusations criminelles. J'avale l'eau, ma gorge encore sèche. Elle m'ajuste. Laissez-la. Les mots sonnent creux, inadéquats pour décrire la trahison. Mademoiselle Moreau, ce n'était pas seulement imprudent. L'officier du bois tapote son écran d'ordinateur. Votre sœur a 3 précédentes accusations de conduite imprudente, toutes payées par vos parents. Ma main se fige à mi-gorge. Quoi? Il tourne l'écran vers moi, et là, il y a le nom de Clara. 3 incidents distincts. Des amendes totalisant plus de 2000 €, toutes marquées PAP. Comment n'ai-je pas su cela? La question s'échappe, destinée plus à moi-même qu'à lui. La famille peut garder des secrets, dit-il, me regardant attentivement. Surtout quand il y a de l'argent en jeu. Mon téléphone vibre dans le porte-gobelet où il chargeait. J'avais à peine assez de batterie pour faire l'appel d'urgence quand un camionneur m'a finalement repéré sur le bord de la route. 3 appels manqués de maman. 5 de papa. Un SMS de Clara. Il panique. Rentrez à la maison et on pourra arranger ça. Soudain, une rafale de messages arrive. Ma mère m'a accidentellement ajouté à une discussion de groupe que je n'avais jamais vue auparavant. Je fais défiler l'historique des messages, cherchant une explication. Quand je vois le schéma de leur plan. Elle est têtue à propos de la voiture. Il faut lui donner une leçon. Mon estomac se serre. Je continue de faire défiler. Papa, ne fais rien de drastique. Maman, assure-toi juste que la voiture reste dans la famille. Si elle ne peut pas la vendre, elle ne peut pas partir. Clara. Je m'en occupe. Elle réalisera qu'elle a besoin de nous. L'officier du bois remarque que mes mains tremblent. Mademoiselle Moreau? Vous allez bien? Ils l'ont planifié, je chuchote, tournant le téléphone pour qu'il puisse voir. Il voulait me laisser en plan. Ah! Son expression se durcit en lisant. Cela change les choses. C'est prémédité. Abandon et utilisation non autorisée d'un véhicule. Je ferme les yeux, les souvenirs m'envahissant comme la chaleur du désert. Les prêts familiaux que j'avais été contrainte de donner, 500 € pour le voyage de Clara aux Antilles, 300 € pour sa facture de téléphone quand elle avait dépensé son argent en billets de concert. Mon solde de compte constamment proche de 0 pendant que je payais les dépenses familiales. J'ai gardé toutes les reçus, je murmure, ouvrant les yeux. Tous les relevés bancaires. Je ne savais pas pourquoi je les gardais. C'était intelligent, mademoiselle Moreau, dit l'officier du bois, tapant quelque chose sur son ordinateur.
La documentation est importante dans des cas comme celui-ci. Car le mot est étranger sur ma langue. L'exploitation financière accompagne souvent l'abus émotionnel. Il parle d'un ton factuel, sans jugement. Votre immatriculation et votre assurance sont à votre nom? Je hoche la tête, sortant mon portefeuille de ma poche. L'immatriculation est toujours là, pliée et usée mais intacte. J'aimerais vous présenter quelqu'un, dit-il, démarrant la voiture de patrouille. La juge Martin fréquente régulièrement votre brasserie, je crois. Il offre des consultations juridiques gratuites. Mon emploi temporaire de serveuse, 7 ans et ça continue. Combien d'opportunités avais-je refusées parce que la famille avait besoin de moi? Le poste de gérant que j'avais refusé l'automne dernier. Les cours du soir que j'avais abandonnés quand Clara avait besoin de transport pour ses événements sociaux. J'ai une amie, dis-je soudain, me surprenant. Julie du travail. Elle a mentionné sa chambre libre une fois. L'officier du bois hoche la tête. Bien. Vous ne devriez pas rentrer chez vous ce soir. Mon téléphone vibre à nouveau, papa qui appelle. Je le coupe. Nous devrons récupérer votre voiture, poursuit l'officier du bois. Je peux vous y accompagner demain. La pensée de les affronter me donne la nausée, mais je redresse les épaules. Ce soir. Je veux ma voiture ce soir. 1 heure plus tard, nous nous garons devant l'allée de mes parents. Ma Peugeot est à sa place habituelle, poussiéreuse des routes du désert. Julie attend dans sa Clio au bord du trottoir, une promesse silencieuse de sanctuaire. Maman ouvre la porte avant que nous ne l'atteignions, ses larmes de crocodile coulant déjà. Manon. Dieu merci, tu es saine et sauve. Nous étions si inquiets. Derrière elle, papa se tient les bras croisés. Clara jette un coup d'œil depuis le couloir, son expression illisible. Mademoiselle Isabella Dupont. La voix de l'officier du bois porte une autorité que je n'ai jamais possédée. Je dois vous parler de l'abandon de votre sœur dans une situation mettant sa vie en danger. Ce n'était qu'un malentendu, intervient maman, tendant la main vers mon bras. Je recule, ses doigts attrapant l'air. Nous avons les SMS, Madame Dupont, dit l'officier du bois calmement. La couleur quitte son visage. Je prends ma voiture, dis-je, ma voix plus ferme que je ne le sens. Et mes affaires. Tu ne peux pas simplement, commence papa. En fait, monsieur, elle le peut. L'officier du bois l'interrompt. Le véhicule est immatriculé à son nom. L'utiliser sans permission est une infraction criminelle. Clara s'avance, les larmes aux yeux. Manon. Je suis désolée. Je n'ai pas pensé. Épargne-moi. Je la coupe, le surnom que j'aimais autrefois sonnant maintenant comme une insulte. J'ai vu les SMS. 10 minutes plus tard et une petite valise, je marche vers ma voiture, les mains tremblantes en la déverrouillant. L'officier du bois me surveille pendant que je transfère mes affaires essentielles sur la banquette arrière, vêtements, documents, la petite boîte à cadenas contenant mon livret d'épargne. Lorsque je me glisse derrière le volant, mes mains serrent le volant comme une bouée de sauvetage. Dans le rétroviseur, je vois ma famille figée dans l'embrasure de la porte, leur façade parfaite enfin fissurée, sous la pression de l'officier du bois. Je pars, suivant les feux arrière de Julie, vers un futur soudainement, terrifiant, qui est le mien. 2 semaines plus tard, après avoir déménagé chez mon ami au travail, les murmures me suivent comme une ombre à travers la brasserie chez Martha. Ils s'accrochent aux banquettes en vinyle usé où j'ai servi d'innombrables assiettes de hachis parmentier et de tartes aux pommes à la mode depuis 7 ans. Avez-vous entendu parler de la pauvre fille de Marianne? La voix de Madame Duval porte de la table 8, intentionnellement assez forte pour que je l'entende alors que je remplis les tasses de café. Apparemment, elle fait une sorte de dépression, elle est partie de la maison sans un mot. Je stabilise la cafetière, mes jointures blanches autour de la poignée, 3 tables à faire, juste continuer à verser. Eh bien, après ce qui s'est passé dans le désert, répond sa compagne, sa voix baissant à un murmure théâtral, François du bureau du shérif a dit que l'histoire de Clara est plausible, la fille est instable depuis des mois. Le café déborde du bord d'une tasse, manquant de peu le journal de Monsieur Dubois. Il lève les yeux, offrant un sourire qui n'atteint pas tout à fait ses yeux. Pas de souci, Manon,
J'ai entendu dire que tes parents s'inquiètent terriblement pour toi. La brasserie semble soudain trop petite, l'air trop épais. 2 semaines depuis le désert, depuis que l'officier du bois m'a conduite à l'appartement de Julie avec ma voiture sauvée. 2 semaines de récits soigneusement élaborés par ma mère qui se sont répandus dans notre ville de 8000 âmes. Plus de crème, s'il vous plaît, ajoute Monsieur Dubois, étudiant mon visage avec une intensité inconfortable. Je hoche la tête et me retire au comptoir où Julie travaille la caisse, ses yeux me suivant avec inquiétude. Vautour, marmonne-t-elle. Tous. La clochette au-dessus de la porte teinte. Mon père entre, son costume du dimanche repassé et impeccable à 14h un mardi. La brasserie devient silencieuse alors que les conversations s'interrompent, les fourchettes planent en l'air, et tous les yeux regardent cette performance publique. Manon, sa voix porte le poids de l'autorité qu'il a exercée toute ma vie. Ta mère n'a pas dormi depuis ton départ. 7 clients, 3 serveuses et Martha elle-même font semblant de ne pas écouter. Je sens mes épaules se courber vers l'intérieur, la posture familière de me rendre plus petite en sa présence. Nous devons parler, ma fille. En privé. Je jette un coup d'œil à Martha, qui se tient les bras croisés derrière le comptoir. Elle me fait un subtil signe de tête vers le couloir arrière. Permission de m'éloigner. Plus que ça. Permission de choisir. Je travaille, papa. Ma voix sonne étrangère à mes propres oreilles. Ferme, certaine. Mon service se termine à 16h. Ses yeux se rétrécissent légèrement, balayant la brasserie avant de revenir à mon visage. Ce n'est pas ton genre, Manon. Nous t'avons mieux élevé que ça. Mieux que quoi exactement? Les mots s'échappent avant que je puisse les retenir derrière mes dents. Un muscle tressaille dans sa mâchoire. Ta mère a le cœur brisé. Je suis désolée de l'apprendre. Et une partie de moi l'est vraiment. La fille dévouée qu'ils ont cultivée vit toujours en moi, chuchotant que les bonnes filles ne causent pas de douleur à leur mère. Nous pouvons en discuter à la maison. Où tu as ta place. La maison. Le mot tombe comme un poing. La maison où les murs de ma chambre sont restés nus tandis que celle de Clara débordait de trésors. Où mes chèques de paie disparaissaient dans des urgences familiales qui, d'une manière ou d'une autre, tournaient toujours autour de ma sœur. Ma maison est chez Julie en ce moment. Les yeux de papa se durcissent. La famille soutient la famille, Manon Dupont. Oui. Je rencontre son regard de plein fouet. Ils le font. La porte de la brasserie tinte à nouveau, et mon cœur se serre quand Clara entre, les yeux rougis et gonflés. Sa vulnérabilité simulée attire la sympathie immédiate de la salle. Ma sœur, qui m'a laissé mourir dans le désert, maintenant l'image du remords dans sa robe d'été bleu pâle. Manon, elle murmure, sa voix se brisant parfaitement. S'il te plaît. Elle s'approche lentement, consciente de notre public. Mes clients habituels du mardi regardent avec un intérêt non dissimulé, le drame de la famille Dupont se déroulant entre le coup de feu du déjeuner et celui du dîner. J'ai essayé de t'appeler, poursuit Clara, les larmes coulant sur ses joues. Je sais que ce que j'ai fait était terrible. J'avais peur et j'étais stupide. Et je n'ai pas réfléchi. Je ne dis rien, sentant le poids des attentes de tous ceux qui nous regardent. Le script exige le pardon maintenant, la sœur aînée magnanime embrassant la plus jeune prodigue. J'ai vu quelqu'un, poursuit Clara, la voix baissant. Un thérapeute. J'ai des problèmes de jalousie. Que tu aies des choses que je n'ai pas. Monsieur Dubois au comptoir hoche la tête avec approbation. Madame Duval se tamponne les yeux avec une serviette. S'il te plaît, rentre à la maison, termine Clara, tendant la main vers la mienne. Maman a besoin de toi. Papa a besoin de toi. J'ai besoin de toi. 7 ans de service m'ont appris à lire les gens. Cette performance n'est pas pour moi, elle est pour notre public. Pour les murmures qui suivront, as-tu vu comme cette pauvre fille a imploré le pardon pendant que sa sœur restait là comme une pierre? Je suis contente que tu aies de l'aide, dis-je finalement, reculant de son contact. Mais je ne peux pas rentrer à la maison en ce moment. Le visage de papa s'assombrit. Ta mère est une femme adulte qui va s'en sortir? J'interromps, me surprenant encore avec cette nouvelle voix.
Cette nouvelle force. Je dois finir mon service. La voiture, dit-il calmement, délibérément. Nous avons fait des paiements dessus. Un rire m'échappe avant que je ne puisse le retenir, aigu et inattendu. Non, papa, tu ne l'as pas fait. Jetant la main sous le comptoir pour mon sac, en sortant un dossier usé que j'ai porté tous les jours depuis le désert. Le poids physique dans mes mains me donne du courage. J'ai tout gardé. Je lui dis, ouvrant le dossier pour révéler des rangées soignées de reçus de paiement s'étendant sur 7 ans. Chaque service. Chaque pourboire. Chaque paiement. Tout est documenté. Le choc qui traverse son visage vaut chaque coupure de papier due à l'organisation de ces dossiers tard le soir à la table de cuisine de Julie. Vaut chaque heure passée avec la juge Martin à apprendre sur la manipulation financière et la documentation. C'est ridicule, bégait papa. Nous sommes ta famille. Oui, vous l'êtes. Je ferme doucement le dossier. Et c'est ma limite. La brasserie est devenue complètement silencieuse. Je sens Julie se placer à côté de moi, sa présence solide et sûre. Je pense que vous devriez partir maintenant, dit Martha derrière le comptoir, sa voix n'admettant aucune discussion. Manon a des clients qui attendent. Le visage de papa rougit. Les larmes de Clara sèchent remarquablement vite alors qu'elle réalise que sa performance a échoué. Ce n'est pas fini, dit papa tranquillement. En fait, je réponds, ça l'est. Après leur départ, Martha pose sa main sur mon épaule. Prends 10 minutes. Puis la table 12 a besoin de plus de café. Dans le couloir arrière, je m'appuie contre le mur, mon cœur battant la chamade contre mes côtes. Mon téléphone vibre avec un SMS de l'officier du bois, juste pour prendre des nouvelles. Ça va? Je réponds. Oui, ils sont venus à la brasserie. Je vais bien. Un autre vibreur. La juge Martin cette fois. Ma fille, Sophie, a une chambre libre dans son duplex, 650 € par mois. Charge comprise. Intéressé? Je fixe le message, à la possibilité d'avoir des murs qui sont vraiment les miens. Mes mains tremblent en ouvrant le site web du cours de parajuriste que la juge Martin m'a montré la semaine dernière quand il est venu à mon travail. La date limite de candidature est demain. Les cours s'adapteraient à mes quarts de travail à la brasserie. Pour la première fois depuis le désert, je me permets d'imaginer une vie au-delà de cette ville, au-delà des murmures, au-delà de l'attraction constante de l'obligation familiale, une vie où non est une phrase complète, où les limites ne sont pas des déclarations de guerre, mais de simples déclarations de fait. Je réponds à la juge Martin. Très intéressée. Quand puis-je le voir? 10 minutes plus tard, je retourne dans la salle de la brasserie, cafetière à la main. Madame Duval et son amie se taisent lorsque j'approche de leur table. Plus de café? Je demande, ma voix ferme. Madame Duval étudie mon visage, cherchant des fissures. Ta pauvre mère m'a appelé ce matin. Elle est folle d'inquiétude. Je verse le café précisément jusqu'au bord, pas une goutte renversée cette fois. C'est entre elle et son thérapeute, j'imagine. Sa bouche s'ouvre, puis se referme. Je passe à la table suivante, sentant quelque chose d'inhabituel s'étendre en moi. Pas tout à fait la paix, pas tout à fait le pouvoir, mais quelque chose de proche des deux, devenant plus fort à chaque pas que je fais. Une semaine plus tard, j'ai décidé de m'échapper complètement de ma famille, alors je suis venu récupérer toutes les choses qui restaient à la maison. La voiture de police tourne au ralenti au bord du trottoir, un gardien silencieux, tandis que je glisse la dernière boîte dans le haillon de la voiture de Julie. L'officier du bois se tient les bras croisés, sa présence transformant ma maison d'enfance en un territoire inconnu. Besoin d'autre chose à l'intérieur, mademoiselle Moreau, demande-t-il, la lumière du soleil scintillant sur son insigne. Juste une dernière chose. Mes pas résonnent dans les pièces, soudain petites et étrangères. Dans ma chambre, dépouillée de tout sauf des meubles qui n'ont jamais vraiment été les miens, je passe mes doigts sur le rebord de la fenêtre, où je pressais autrefois mon front contre la vitre froide, rêvant de m'échapper. Les murs contiennent 17 ans de plans chuchotés, de calculs gribouillés à la lampe de poche, de promesses que je me suis faites pendant que le rire de Clara flottait d'en bas. Maman apparaît dans l'embrasure de la porte, son visage affichant l'expression qui m'a autrefois paralysée de culpabilité.
Manon, s'il te plaît, nous pouvons en parler comme des adultes. Je ne dis rien, la dépassant d'un pas mesuré. Ton père n'a pas dormi depuis ton départ, me lance-t-elle. C'est ce que tu voulais? Les mots glissent sur moi comme de l'eau de pluie. Mon silence lui est étranger, un langage qu'elle ne peut manipuler. Dans le salon, papa fait les 100 pas près de la cheminée tandis que Clara est perchée sur le canapé, les yeux tachés de mascara observant chacun de mes mouvements. Cette voiture contient des cadeaux personnels que j'ai achetés, annonce Clara alors que j'atteins la porte. Je devrais au moins les récupérer. Je me retourne, rencontrant enfin son regard. Détaille-les. Envoie la liste à l'officier du bois, avec les reçus. Sa bouche s'ouvre, puis se referme. Nous savons toutes les deux qu'il n'existe pas de tels reçus. Dehors, je me glisse sur le siège passager de Julie. À travers le pare-brise, j'observe le tableau de ma famille, 3 figures encadrées dans l'embrasure de la porte, soudain impuissantes sans ma participation à leur drame. Fini, demande Julie, démarrant le moteur. Fini. 40 minutes plus tard, je suis assise en tailleur sur le sol de Julie, mon ordinateur portable en équilibre sur mes genoux. Mon doigt plane au-dessus du bouton, hésitant brièvement avant de cliquer sur « Publier ». L'annonce de la voiture est en ligne, au prix juste en dessous de la valeur marchande pour garantir une vente rapide. Je ferme les yeux, respirant profondément en créant une nouvelle adresse email, séparant mon identité numérique de celle que ma famille connaît. Cette nuit-là, mon téléphone vibre contre le plancher en bois, le numéro de papa. Je le mets en silencieux sans regarder le message, l'ajoutant à la collection grandissante de menaces et de manipulations inouïes. Ton père a appelé le propriétaire, dit Julie, apparaissant dans l'embrasure de la porte avec 2 tasses de café. Il a essayé de faire valoir que tu avais des dettes impayées qui te rendaient un risque locatif. J'accepte le café, sans surprise. Qu'est-ce que Monsieur Dubois a dit? Il a dit à ton père qu'il te connaissait depuis tes 16 ans, quand tu débarrassais les tables, et que peut-être il devrait s'inquiéter davantage de sa propre cote de crédit. Elle sourit, s'asseyant à côté de moi. Les petites villes, ça marche dans les 2 sens. Mon téléphone s'allume à nouveau, le numéro de maman. Contre mon meilleur jugement, je jette un coup d'œil à l'aperçu du message. Urgence. S'il vous plaît, appelez. C'est grave. 10 minutes passent. 20. Mes mains tremblent légèrement, mémoire musculaire de décennies de convocations familiales urgentes, mais je continue à taper des réponses à des candidatures, laissant le téléphone intact. 1 heure plus tard, il vibre avec un SMS de ma cousine, Sophie. Pour ton information, ta mère va bien. Elle joue au bridge chez tante Sylvie. Je pensais que tu devais le savoir. Le nœud dans mon estomac se desserre. Un autre test raté. Le matin apporte des alliés inattendus. Mes clients habituels à la brasserie ont formé un cercle protecteur après la performance larmoyante de Clara hier. Ma sœur a posté un message déchirant sur Facebook, mais elle s'est fait rire au nez. Madame Dubois m'arrête entre 2 remplissages de café, sa main ridée attrapant la mienne. J'ai entendu parler de ces bêtises sur les réseaux sociaux que ta sœur a postées, dit-elle. Ne t'inquiète pas. Nous avons rétabli la vérité à l'étude biblique. Quelques jours plus tard, la femme du pasteur me pose délibérément des questions sur mon calvaire dans le désert pendant que Clara est figée au comptoir de la pharmacie. L'officier du bois mentionne l'affaire d'abandon au magasin de bricolage où papa achète son matériel de pêche. La juge Martin parle discrètement avec nos aînés de l'église des schémas familiaux troublants après le service du dimanche. Le réseau de communication invisible de la ville, autrefois utilisé comme une arme contre moi, porte maintenant un courant différent. Puis, un lundi matin, mon téléphone sonne avec une notification par email. La voiture est vendue. Prix demandé intégral. Argent comptant. À récupérer. Demain. Mon billet pour Lyon devient réalité. 30 minutes plus tard, un greffier appelle. Mademoiselle Moreau, votre audience pour l'ordonnance restrictive a été avancée. Le juge Dubois a examiné les preuves, en particulier les incidents de conduite précédents. Elle a été accordée. Je raccroche, les mains stables pour la première fois depuis des semaines. 2 heures plus tard, un autre appel, mon employeur potentiel à Lyon.
Nous aimerions vous offrir le poste, dit le directeur des ressources humaines. En fait, nous pouvons faire un peu mieux que le salaire que nous avons discuté. Ce soir-là, papa appelle d'un numéro inconnu. Sa voix manque de sa résonance habituelle lorsque je réponds. Nous devrions négocier, dit-il, le mot étranger dans sa bouche. Arriver à un arrangement qui convienne à tout le monde. Je regarde le coucher de soleil à travers la fenêtre de la cuisine de Julie, le même ciel d'Arizona qui a été témoin de mon abandon maintenant témoin de ma renaissance. Il n'y a rien à négocier. Je lui dis tranquillement. Je ne te demande plus rien. Je mets fin à l'appel alors que l'amie de l'église de maman, Eliane, m'envoie un SMS, je pense à toi. J'ai manqué ta mère à la collecte de fonds ce soir. Plusieurs personnes posent des questions. Leur monde rétrécit tout comme le mien s'élargit, les échelles se rééquilibrent, enfin et complètement. Une semaine plus tard, un mardi après-midi, après avoir terminé mon service, la lettre tremble dans ma main alors que je la relis, l'écriture appartenant sans équivoque à Madame Martin, notre amie de la famille depuis 20 ans. La condition cardiaque de votre père s'est aggravée avec le stress. Le médecin dit que la guérison familiale est essentielle à son rétablissement. Votre mère promet que les choses seront différentes maintenant. S'il vous plaît, venez pour un dernier dîner en famille avant de quitter la ville, jeudi à 18h. Je plie le papier le long de ses plis et le glisse dans ma poche. Le poids familier de la manipulation s'installe dans mon estomac, mais quelque chose a changé. La sensation ne me paralyse plus. J'ai appelé le médecin pour vérifier l'état de mon père, et le médecin a confirmé qu'il n'avait pas vu mon père depuis des mois. Tu n'as pas à y aller, dit Julie de sa position sur le canapé, les pieds posés sur une table basse jonchée de manuels de parajuriste. C'est ça, les limites, tu peux les faire respecter. Je sais. Je ferme mon sac de voyage. Lyon m'attend vendredi, nouvel appartement, nouveau travail, nouvelle vie, mais j'ai besoin de ça, pour moi. Julie fait tourner ses clés de voiture. J'attendrai dehors. Au premier signe de problème, j'arrive avec des klaxons et des confettis. Je hoche simplement la tête et finis de faire mes valises. Le jeudi soir, le trajet vers ma maison d'enfance se passe en silence. Chaque point de repère que nous passons, la brasserie où j'ai fait des doubles services, la banque où j'ai déposé chaque pourboire, le lycée où Clara était reine du bal de fin d'année pendant que je travaillais les week-ends ressemblent à des pages tournées dans un livre que j'ai enfin fini de lire. Julie se gare de l'autre côté de la rue. Tu peux le faire, dit-elle, me serrant la main. Souviens-toi de ce que la juge Martin a dit. Ne t'engage pas dans la manipulation émotionnelle. Tiens-toi aux faits. Je récite les mots qui sont devenus ma mantra. Et je mérite la paix. La maison de mes parents semble plus petite d'une manière ou d'une autre. La porte d'entrée s'ouvre avant que je ne l'atteigne. Ma mère apparaît, les bras ouverts, portant le gilet jaune qu'elle garde pour l'église et les photos de famille. Manon, elle murmure, la voix épaissie par une émotion répétée. Tu es venu. Je passe outre son étreinte, forclusion, par réconciliation. Le tableau de la salle à manger pourrait gagner des prix pour sa nostalgie calculée. Mon père est assis à la tête de la table, son visage arrangé en un masque de préoccupation patriarcale. Clara occupe sa place habituelle à sa droite, les yeux rougis et dardant nerveusement vers moi. Mes plats d'enfance préférés envahissent la table. Poulet frit, purée de pommes de terre, gratin de haricots verts, album photo posé contre le centre de table. Une bouteille de médicaments sur ordonnance est bien visible près du verre d'eau de mon père. Assieds-toi, Manon. Papa me fait signe vers ma vieille place. Le dîner en famille n'est pas complet sans tout le monde. Je reste debout, serrant le dossier que j'ai apporté. Comment va ta condition cardiaque, papa? Sa main touche réflexivement sa poitrine. Le médecin dit que le stress est le facteur principal. Intéressant. Je pose mon dossier sur la table. Parce que j'ai appelé le docteur Durand il y a 2 jours. Il ne vous a pas vu depuis 8 mois, et votre dernier bilan de santé montrait une santé cardiaque parfaite. Le silence s'étend comme la chaleur du désert. Papa se ressaisit le premier. Le sang est plus épais que l'eau, Manon. Quels que soient les problèmes que nous avons eus. Ce n'est même pas la bonne citation. J'interromps.
Le proverbe complet, le sang de l'alliance est plus épais que l'eau du ventre. Cela signifie que les relations choisies sont plus fortes que les liens familiaux forcés. Cela signifie, Clara s'avance. Les larmes coulent. J'étais jalouse de ton indépendance. La façon dont tu savais toujours ce que tu voulais. Je suis tellement désolée pour le désert. J'ai juste. Je ne suis pas venue pour des excuses. J'ouvre mon dossier. Je suis venue parce que j'avais besoin de comprendre pourquoi. Un par un, je dépose mes preuves. Un calendrier d'enfance codé par couleur pour montrer les activités de Clara contre mes corvées. Des relevés bancaires soulignant des milliers dépensés pour elle pendant que je travaillais. Des articles de psychologie sur le syndrome de l'enfant doré, la dynamique du bouc émissaire, des passages surlignés brillants sous la lumière de la salle à manger. Qu'est-ce que c'est que tout ça? La voix de maman tremble. Documentation. Je tapote le dossier. Chaque événement scolaire manqué parce que quelqu'un devait aider à la maison. Chaque fois que ma voiture a été empruntée sans permission. Chaque urgence familiale qui coïncidait mystérieusement avec mes entretiens d'embauche. Le visage de mon père s'assombrit. Tu as gardé des dossiers? Contre ta propre famille? J'ai gardé des dossiers parce que personne d'autre ne reconnaissait ma réalité. Ma voix reste ferme, me surprenant même. J'avais besoin de me prouver que je n'étais pas folle. Ma mère se lève, les mains flottant. Après tout ce que nous avons fait pour toi. C'est exactement ça le problème. Les mots coulent sans répétition. Vous n'avez jamais vu ce que j'ai fait pour vous. Les doubles services. Les projets annulés. Les rêves différés. Vous appeliez ça devoir familial quand ça vous arrangeait et égoïsme quand ça m'arrangeait. Clara tend la main vers la mienne de l'autre côté de la table. Je recule. Je ne suis pas là pour la réconciliation, dis-je, rencontrant chaque père Dieu. Je suis là pour la clôture. Je vous libère de toute obligation envers moi et moi-même de toute obligation envers vous. Je dépose ma clé de maison sur la table. La petite clé en laiton qui représentait autrefois le foyer symbolise maintenant une porte que je choisis de fermer. Et Noël? Et Noël, demande ma mère. La voix faible. Thanksgiving. Je serai avec des gens qui respectent mes limites. Je rassemble ma documentation, la remettant dans le dossier avec une précision calme. Je vous souhaite la guérison. À tous. Mon père se lève, la colère remplaçant sa préoccupation calculée. Si tu sors par cette porte, tu vas. Quoi? Je demande, sincèrement curieuse. M'abandonner dans le désert? Prendre ma voiture? Remettre en question ma valeur? Vous avez déjà fait le pire. Clara sanglote dans ses mains. Ma mère serre son gilet et mon père se dresse, une rage impuissante. La scène devrait me dévaster. Au lieu de cela, je ressens une curieuse légèreté. Au revoir, dis-je simplement. Je sors sans larmes ni drame, fermant la porte avec une douce finalité. L'air nocturne remplit mes poumons de quelque chose qui ressemble remarquablement à la liberté. Julie attend dans sa voiture, la vitre baissée. Tu l'as fait, dit-elle, sa main chaude sur mon épaule. Oui. Je regarde la maison une dernière fois. Maintenant je peux commencer. Nous nous éloignons du passé vers l'horizon de demain. Pour la première fois en 25 ans, mes épaules ne portent que leur propre poids. 6 mois plus tard, le soleil matinal traverse des rideaux vaporeux. Je m'installe, peignant des motifs dorés dans mon petit appartement à Lyon. Je passe mes doigts sur le manuel de parajuriste sur mon bureau, les marques de surligneur fluo transformant le jargon juridique en tremplin vers mon avenir. Mon premier chèque de bureau, toujours dans son enveloppe, est épinglé sur le tableau de liège au-dessus, preuve tangible que le service à la brasserie du coin est enfin derrière moi. Je m'arrête avant de composer le numéro de l'opérateur téléphonique. Une grande inspiration, puis une autre. J'aimerais changer mon numéro de façon permanente, dis-je à la représentante du service client, ma voix ferme. Quand elle me demande si je veux informer quelqu'un du changement, je dis simplement « non, merci ». Le petit clic lorsque je raccroche me semble monumental. 6 mois plus tard, je conduis ma Honda d'occasion le long du même tronçon d'autoroute désertique.
Le volant est différent sous mes mains, cette voiture achetée avec mon propre argent, choisie pour sa fiabilité plutôt que pour l'approbation de quelqu'un d'autre. Je reconnais la borne kilométrique où Clara m'a abandonné, mais aujourd'hui je m'arrête par choix. Le coucher de soleil sur l'Arizona transforme le paysage en une aquarelle cramoisie et baignant le sable et les cactus. Je sors, mes bottes crissant sur le gravier, et respire profondément. L'immensité qui m'a autrefois terrifié me semble maintenant être une possibilité s'étendant vers l'horizon. Vous faites des progrès, Manon, m'a dit le docteur Châtelain lors de la séance de thérapie d'hier. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des définitions saines de là où vous finissez et les autres commencent. Ces limites m'ont permis de construire quelque chose de nouveau. Les dîners partage du mardi avec des collègues, les randonnées du week-end avec des Lyonnais devenus amis, les après-midi du dimanche à faire du bénévolat au refuge pour femmes Fleurs du désert, où je m'assieds en face de femmes dont les yeux reflètent ce que les miens contenaient autrefois. Je comprends ce que c'est de se sentir piégé, leur dis-je, et je le pense. Noël dernier, au lieu de me forcer à traverser une autre performance d'harmonie familiale, j'ai conduit jusqu'à la maison des parents de Julie, à 3 heures au nord. Sa mère m'a serré dans ses bras sans attente, son père a découpé la dinde sans commentaire sur mes choix de vie. Ils ont posé des questions et ont réellement écouté mes réponses. La sonnette de l'appartement interrompt mes souvenirs du désert, ma pendaison de crémaillère modeste mais significative. L'officier du bois arrive le premier, étant venu de ma ville natale avec la juge Martin. L'endroit est bien, dit Dubois, me tendant un cactus en pot. Ça vous va forte, indépendante ? Martha de la brasserie arrive en apportant sa fameuse tarte aux pommes. Enfin, dit-elle, me serrant la main, quelqu'un a apprécié votre valeur. Plus tard, les verres levés dans mon salon, la juge Martin propose un toast au nouveau départ et à la famille trouvée. Le groupe de soutien que j'ai commencé se réunit les jeudis au centre communautaire. Bouc émissaire de la famille anonyme sonne dramatique, mais le soulagement sur les visages des gens quand ils réalisent qu'ils ne sont pas seuls vaut n'importe quel malaise. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre anonyme de ma ville natale. Te voir te défendre m'a donné le courage de faire de même. Quand le numéro de Clara apparaît sur mon téléphone après qu'elle l'ait supplié à Julie, je réponds calmement. J'écoute ses explications, sa tentative de réconciliation. Je te souhaite la guérison, lui dis-je quand elle fait enfin une pause, mais mes limites demeurent. Le simple morceau de paix que je ressens en raccrochant me surprend. Leur approbation ou leur manque d'approbation ne me définit plus. Aujourd'hui, conduisant les fenêtres baissées sur l'autoroute ouverte, le vent emmêlant mes cheveux, je capte mon reflet dans le rétroviseur. La femme qui me regarde a de la force dans les yeux et de la paix dans le sourire. Le désert s'étend, infini et magnifique autour de moi. Plus un piège, mais un témoignage du chemin parcouru. Qu'auriez-vous fait à la place de Manon ? Auriez-vous porté plainte contre votre sœur ? Ou l'ordonnance restrictive était-elle suffisante ?